Jusqu'où va la responsabilité d'une entreprise? Une fois qu'un produit est vendu, est-ce que l'histoire s'arrête là? C'est une question complexe qu'on va explorer aujourd'hui, en allant de l'éthique des affaires jusqu'au commerce mondial des armes. On a tendance à penser que l'histoire d'un produit, que ce soit un téléphone ou une voiture, se termine au moment où on l'achète. Mais si en fait, ce n'était que le début de l'histoire. Parce qu'en réalité, la vie d'un produit est bien plus longue. Notre vision s'arrête souvent à la caisse du magasin, mais son impact réel, qu'il soit bon ou mauvais, peut se produire bien plus tard, pendant son utilisation ou même à la toute fin de sa vie. Pour bien saisir cette idée, il faut donc s'intéresser à l'autre moitié de l'histoire, celle qu'on oublie souvent, le parcours complet d'un produit. Alors, pour ça, il faut distinguer deux concepts clés. D'un côté, on a la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est tout ce qui se passe avant. Les matières premières, l'usine, l'énergie, bref, la fabrication. Mais de l'autre côté, il y a la chaîne de valeur. Et ça, c'est bien plus large. Ça inclut tout ce qui arrive après la vente. La distribution, comment le client s'en sert et ce que le produit devient à la fin. C'est cette partie-là qu'on appelle en aval qui va nous intéresser. Et cette responsabilité porte un nom officiel, la diligence raisonnable en aval. Ce n'est pas juste une belle idée, hein. Des normes internationales comme les principes directeurs de l'ONU poussent les entreprises à réfléchir à toute leur chaîne de valeur, y compris à ce qui se passe une fois que le produit n'est plus entre leurs mains. Bon, pour que tout ça soit un peu plus concret, on va prendre un exemple assez surprenant, celui du recyclage des navires. Prenons le cas de Maersk, un vrai géant du transport maritime. Leur dilemme était simple. Que faire de leurs immenses porte-containers quand ils deviennent trop vieux? C'est toute la problématique du démantèlement des navires, ce qu'on appelle le shipbreaking. Le problème, c'est que cette industrie du démantèlement est l'une des plus dangereuses au monde. La grande majorité des navires finissent leur vie sur des chantiers où les conditions de sécurité sont, pour le dire poliment, catastrophiques. Et ça mène à de graves violations des droits humains. Face à ça, Maersk aurait pu vendre ses vieux bateaux et détourner le regard. Mais ils ont décidé d'agir. Ils ont créé leurs propres normes de recyclage, très strictes. Ils envoient leurs propres équipes sur place, en Inde, pour vérifier que tout est respecté, que les travailleurs sont bien traités. Et ils investissent même dans la communauté locale. C'est vraiment l'exemple parfait de ce que la diligence raisonnable en aval. Maintenant, changeons complètement de décor et passons à un domaine où les enjeux sont incomparables. Si une entreprise de transport est responsable de ses navires en fin de vie, qu'est-ce qu'on peut dire d'un pays ou d'une entreprise qui vend des armes? Cette phrase de l'ancien patron de Safran, elle résume tout. Pour un État comme la France, l'idée est simple. Pour être souverain et ne dépendre de personne pour sa propre sécurité, il faut une industrie de défense forte. Et pour que cette industrie soit viable, eh bien, elle doit exporter. On se retrouve donc face à un dilemme absolument fondamental. D'un côté, on a des arguments puissants, la souveraineté, les alliances stratégiques, l'économie. Mais de l'autre, les risques sont juste énormes. Que ces armes soient utilisées contre des civils, qu'elles déstabilisent des régions entières, ou pire, qu'elles finissent entre de mauvaises mains. Face à ces risques, évidemment, des systèmes de contrôle ont été mis en place. Mais la vraie question, c'est comment peut-on vraiment réguler un produit dont l'usage final est, par définition, si difficile à prévoir? En France, par exemple, le processus est très encadré. Chaque demande d'exportation passe devant une commission interministérielle qui pèse le pour et le contre, et pour les cas les plus sensibles, la décision remonte jusqu'au Premier ministre. Quand on regarde les chiffres bruts, on pourrait se dire que le contrôle est assez léger. Sur plus de 6000 demandes par an, seuls 2,5% sont officiellement refusées. Mais ce chiffre est trompeur. Parce que si on se concentre uniquement sur les cas les plus complexes, les plus sensibles, ceux qui sont vraiment passés au crible par la commission, là, le taux de refus grimpe à 20%. Ça montre que le filtre existe bel et bien pour les dossiers qui posent problème. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le contrôle est très strict avant que les armes ne partent. Mais une fois qu'elles sont livrées, l'État exportateur perd une grande partie de son contrôle direct. Tout ce qui lui reste, c'est son influence diplomatique. Et on a vu, avec le conflit au Yémen, à quel point c'est une limite dramatique. C'est justement face à cette limite que la société civile, des ONG notamment, a commencé à se mobiliser pour forcer les États et les entreprises à rendre des comptes. Et ce chiffre, il est sans appel. Il montre un fossé immense entre la politique officielle, menée au nom de la souveraineté, et ce que pense une écrasante majorité de la population qui met les considérations humanitaires au premier plan. Alors comme l'influence politique a ses limites, les ONG ont ouvert un nouveau front, les tribunaux. Elles attaquent la légalité même des licences d'exportation. Elles posent une question fondamentale, est-ce que vendre des armes est une décision purement politique ou est-ce que ça doit respecter le droit international? Même si c'est très difficile de prouver le lien direct, cette pression juridique force tout le monde à débattre d'un sujet qui, avant, restait dans l'ombre du pouvoir. Au final, qu'on parle du recyclage d'un bateau ou de l'exportation d'un missile, la question de fond reste exactement la même. Dans notre économie mondialisée où tout circule,
Définir où commence et où s'arrête la responsabilité, c'est sans doute l'un des plus grands défis éthiques de notre époque.